Bonjour, je m'appelle Sylvain Perraudot, je suis professeur à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, l'ENGES, et chercheur à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg, ITES. En quelques minutes, je vais vous présenter le potentiel et les limites des modèles mathématiques pour prédire le devenir des micropolluants et en particulier des pesticides. Alors d'après vous, pourquoi c'est intéressant de prédire la dégradation et le transfert de micropolluants et en particulier de pesticides? Je vous laisse réfléchir. Effectivement, comme dans d'autres disciplines, on va d'abord chercher à utiliser les modèles mathématiques pour aider à l'interprétation de données observées. Donc, imaginez que vous vous intéressiez au devenir d'un herbicide utilisé sur la betterave à sucre, comme on en trouve en Alsace et comme vous le voyez sur la photo. Vous cherchez à comprendre comment cet herbicide, utilisé pour éviter l'apparition d'autres espèces végétales, va se comporter les semaines qui suivent son application. Vous allez par exemple, chaque semaine, venir mesurer la concentration de cet herbicide dans les premiers centimètres de sol, donc dans la couche superficielle de sol. Vous pouvez obtenir ce type de données. Ce sont des données réellement mesurées dans le cadre de la thèse de Marie Lefranc. L'herbicide ciblé était le S-métolachlore, qui fait hélas l'actualité en raison de sa présence et la présence de nombreux produits de dégradation de cette molécule dans de nombreux captages d'eau souterraine en France. Vous voyez sur ce graphique l'évolution observée de la concentration de cet herbicide, exprimée ici en ordonnée en milligrammes par mètre carré, dans la couche superficielle de sol, et ceci entre T0, donc le jour de semis de la betterave, et jusqu'à 140 jours après le semis. Donc on arrive en juillet, on est entre avril et juillet sur cette fenêtre temporelle. Le premier point, je vais prendre le pointeur, le premier point ici est mesuré juste après l'application de cet herbicide par l'agriculteur à qui appartient la parcelle étudiée. Alors que constatez-vous? Et d'après vous, à quel processus est associée cette diminution? Car oui, on observe une diminution de la concentration dans les premiers centimètres de sol au cours du temps. Est-ce que l'herbicide est entraîné par la pluie? Et on voit qu'on peut avoir des cumuls de pluie ici jusqu'à 40 mm jour. Est-ce qu'il est dégradé? Et on voit bien que sans données supplémentaires, il va être difficile de trancher entre ces hypothèses. Et c'est là que la modélisation peut vous aider. On peut par exemple construire un modèle assez simple de dégradation du premier ordre et vérifier si on peut expliquer la dissipation de l'herbicide totalement ou partiellement par un processus de dégradation. Donc si on prend un tout petit peu de temps pour décrire ce modèle, à chaque pas de temps, en jour, on va calculer la concentration théorique en fonction de la concentration initiale juste après application, en utilisant une décroissance exponentielle en fonction de l'avancée dans la saison et d'un paramètre ici, KB, qu'on va essayer de caler sur les données, ou en utilisant les données de la littérature. Alors voyons les résultats. Vous voyez que la courbe simulée ici en gris, compte tenu des deux dates d'application de l'agriculteur, permet de reproduire assez fidèlement les observations. Ceci, en termes de diagnostic, signifie que la dégradation du S-métolachlore représente une voie de dissipation majeure prépondérante dans les sols. On peut aussi identifier sur la fameuse semaine pluvieuse une surestimation du modèle par rapport à ce qu'on a observé. Donc probablement, une partie du S-métolachlore a été entraînée par infiltration un peu plus profondément. Les modèles peuvent donc aider à l'interprétation, mais ils peuvent également permettre de réaliser un diagnostic dans des zones, des compartiments environnementaux ou des hydrosystèmes non instrumentés, pour lesquels on n'a pas de données observées. Donc vous voyez ici, toujours issu de la thèse de Marie Lefranc, les résultats d'un modèle un peu plus complexe, qui reprend d'ailleurs la dégradation qu'on vient de voir, et qui permet, sur une fenêtre de tir, on s'est arrêté un tout petit peu avant la fin, à 121 jours après semis, et qui permet chaque jour de déterminer
la quantité de S-métolachlore dégradée en gris clair, infiltrée en profondeur en gris foncé, entraînée par le ruissellement vers les rivières en noir, et la fraction qui reste présente dans les premiers centimètres de sol. Ceci permet à la fin de la saison, au bout des 121 jours là, de simulation, de conclure que quasi 80% du S-métolachlore a été dégradé localement, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle puisqu'on le voit dans les captages, on retrouve ces produits de transformation. Quelques pourcents ont été infiltrés, mais pas beaucoup, mais ça suffit encore une fois à dégrader durablement les captages d'eau potable. Une partie encore plus réduite a rejoint les rivières par ruissellement, et puis au bout de 121 jours, là, on a encore une dizaine de pourcents présentes encore dans les premiers centimètres de sol. Alors bien sûr, chaque modèle, avant d'être appliqué à l'aveugle, j'ai envie de dire, sur des terrains non instrumentés, doit être validé pour vérifier la robustesse des équations, des processus et des valeurs qui ont été utilisées pour les différents paramètres, comme le fameux KB qu'on a vu précédemment. Alors d'après vous, quels processus doivent être intégrés dans un modèle pour espérer prédire correctement la dégradation et le transfert des pesticides? Sachant que l'eau est un vecteur majeur du transfert de pesticides, il faut tout d'abord un modèle hydrologique pour représenter les écoulements de surface et puis les échanges surface-souterrain, et puis un modèle hydrogéologique pour représenter ce qui se passe dessous dans les aquifères. Et puis il faut aussi intégrer le comportement propre des pesticides, comme par exemple la capacité à être volatilisés, c'est-à-dire passer de la phase solide ou liquide, sous forme gazeuse, entraîner sur des dizaines, centaines de kilomètres et pouvoir malheureusement contaminer des zones où peut-être il n'y a pas d'application du composé ciblé. Il faut également pouvoir zoomer dans le modèle sur ce qui se passe dans les premiers décimètres, mètres de sol, puisque c'est dans cette interface végétation-sol que les pesticides sont appliqués. Les herbicides sont souvent appliqués sur le sol, nu ou déjà lorsque la végétation est en place. Les fongicides sont appliqués en général sur la surface des feuilles de la végétation à protéger. Et puis les insecticides peuvent être soit sur la végétation ou au niveau du sol. Alors on s'aperçoit que dans les modèles de dégradation et de transfert, on a d'abord tous les processus en blanc, les processus hydrologiques qui sont représentés. Le ruissellement, l'évaporation, l'infiltration, les prélèvements par les plantes au niveau des racines, les écoulements verticaux et puis les écoulements latéraux. Et puis, bien sûr, on va entrer sous forme d'équations mathématiques tous les processus importants, la dégradation, la sorption par la biomasse du sol, les prélèvements par la végétation, la volatilisation, le drift, donc ça signifie le transfert depuis les sites d'application lorsque l'agriculteur applique et le transport vers par exemple les rivières, qui n'est pas voulu. Et puis dans le sol, on voit deux processus majeurs dont on a un tout petit peu parlé. La dégradation, donc la dégradation de la molécule en morceaux, en produits de transformation, qui malheureusement peuvent être aussi, voire plus persistants et aussi, voire plus toxiques que la molécule de départ. Et puis l'absorption, c'est-à-dire le fait que la molécule puisse être dans la phase aqueuse ou sorbée sur les constituants du sol. Alors bien sûr, le comportement d'un herbicide, d'un fongicide, d'un insecticide particulier dans cet environnement va être dépendant de ses propriétés physico-chimiques. Donc, la première chose qu'on fait en général, c'est de chercher à réaliser la carte d'identité, le profil de la molécule que l'on suit, par exemple le S-métolachlore ici, et donc de chercher à connaître ses propriétés. Alors, quelles sont les propriétés clés? Il y en a plusieurs. On va cibler par la suite deux d'entre elles. On a la pression de vapeur, la densité, la solubilité, le poids moléculaire, le coefficient de partition sur lequel on va revenir, la constante de Henry, la constante de dissociation, et donc tout ça va conditionner la mobilité de la molécule. Si on zoome un tout petit peu, par exemple sur le coefficient de partition,
Celui-ci, donc exprimé avec l'acronyme KD, va permettre de connaître la part dans la phase dissoute et sorbée aux particules éléments de sol. Et c'est important puisque ça va conditionner la mobilité plus ou moins importante d'un composé. Un autre paramètre clé, c'est la durée de demi-vie, qu'on appelle aussi la DT50, qui va permettre de déterminer la persistance d'un pesticide dans l'environnement. Donc la figure ici illustre la décroissance, on l'a vu tout à l'heure, d'un composé, et la DT50 correspond à la durée exprimée ici en jours pour lequel 50% de la masse initiale après application a été dégradée. Donc ici, à entre 15 et 20 jours, on est à 15 jours. À 15 jours, on a dégradé 50% de la masse. On peut aussi définir d'autres indicateurs qui ne sont pas beaucoup utilisés, mais ici un DT90 où 90% de la masse aurait été dégradée, ici à 50 jours. Et il faut attendre quasi 150 jours pour que la quasi-totalité, 99,9% du glyphosate, là on a pris l'exemple de ce fameux herbicide, ait été dégradé. Alors attention, le problème de ces valeurs, c'est qu'elles sont issues de conditions contrôlées, de tests en conditions contrôlées au laboratoire, ici par exemple à 20 degrés. Donc on peut trouver ces paramètres par exemple dans la base de données PPDB qui est accessible sur Internet, mais quid de la validité, de la représentativité de cette valeur sur le terrain? Alors je vais vous présenter maintenant quelques exemples de modèles. Alors plusieurs stratégies ont été réalisées pour construire ces modèles. La première stratégie, ça a été de partir de modèles agronomiques qui étaient initialement prévus pour déterminer le cycle de l'eau et par exemple le cycle de l'azote à l'échelle de parcelles culturales. Donc vous avez ici un exemple du modèle STIX avec le module PEST pour pesticides qui a été développé depuis quelques dizaines d'années à l'INRAE. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici toutes les données qui sont nécessaires. Des données de climat, de précipitation, de température, éventuellement de rayonnement, les pratiques culturales, quels engins, à quel moment on intervient, les cultures bien sûr, puisque les molécules sont culture dépendantes, les propriétés du sol, très important notamment pour les capacités de rétention des molécules, et puis bien sûr les pesticides avec leur carte d'identité des propriétés physico-chimiques. Le modèle contient un certain nombre d'équations qui vont permettre, si on alimente avec toutes les données requises, de déterminer la croissance de la culture en question, de déterminer un bilan hydrologique et de déterminer la quantité de nitrate qui risque de s'infiltrer sous la parcelle et donc de contaminer les eaux souterraines, et puis de réaliser de même un bilan des pesticides, du devenir des pesticides et notamment la quantité qui va s'infiltrer. STIX est plutôt dédié au risque de contamination des eaux souterraines. Alors quelques résultats. Vous voyez ici par exemple exprimé en profondeur de sol le devenir en termes de concentration ici de la bentazone simulé en trait noir par rapport aux observations en pointillés selon la profondeur. Donc on voit ici le produit qui est en train de descendre à un moment donné. On peut aussi simuler, comme on l'a vu précédemment, l'évolution de la quantité dans un compartiment donné. Donc ici on est sur l'atrazine et on regarde l'évolution en fait de l'atrazine par rapport à la masse appliquée ici en jours après application, et on s'aperçoit là encore qu'on arrive à reproduire correctement en trait plein les données observées en petits ronds. Et puis on peut aussi regarder à une profondeur donnée quelle est la quantité, ici exprimée en microgrammes par mètre carré, d'un autre pesticide, ici l'isoproturon. Et donc de regarder ce que donne le modèle, on ne voit pas très bien, c'est le trait plein là, par rapport à des mesures qu'on a pu réaliser à certaines profondeurs de sol en allant chercher de l'eau. Et on s'aperçoit là que sur les 3 points de mesure, il y en a un
qui correspond à peu près au modèle, et pour les deux autres, le modèle sous-estime très fortement les concentrations. Donc ça, on est parti d'un modèle agronomique et on a cherché à lui adjoindre un module de pesticides. On peut aussi avoir une autre approche, c'est de partir d'un modèle hydrogéologique de comportement de l'eau dans les milieux poreux, et puis de lui adjoindre un modèle de transport réactif. Donc c'est ce qu'on trouve par exemple dans le modèle Hydrus 2D, et donc là les travaux sont issus de la thèse de Romain Déron, où sur un site agricole, il a cherché à simuler le comportement de l'isoproturon depuis la surface et un petit peu plus en profondeur. Donc on applique des pesticides en surface, et puis à plusieurs temps, ici, progressivement on avance dans le temps, on va voir le panache de polluants qui s'infiltrent. Donc là on part d'un modèle hydrogéologique, et puis on va rentrer les équations permettant de reproduire à la fois la dégradation mais aussi le transfert du composé souhaité. Alors le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'impact probable du changement climatique sur le comportement en termes de dégradation et de transfert des pesticides. Je vais juste illustrer ce point par le fait que la DT50, le paramètre DT50, on a vu qu'il conditionne la rémanence, la persistance d'une molécule. Eh bien, on sait qu'elle est sensible à la teneur en eau et à la température des sols, et que ces deux paramètres, teneur en eau et température, vont être amenés à évoluer avec le changement climatique. Alors, je vous montre ici, sur un premier graphique, ce qu'on a pu réaliser dans le cadre de la thèse de Pablo Alvarez Zaldivar sur le bassin d'Alteckendorf, le même bassin sur lequel Marie Lefranc avait travaillé, avec les petites photos que vous avez vues précédemment. Donc vous avez ici, en 2016, cette fois-ci, l'évolution, même chose, on commence autour du mois d'avril et puis on finit au mois de juillet, de plusieurs choses. On voit l'évolution de la température qu'on a normalisée par rapport à la température la plus élevée de l'été. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait à 1. Et on voit en gros qu'au cours du printemps et puis du début de l'été, la température va progressivement augmenter. Et puis on a mesuré la teneur en eau avec les points noirs dans les premiers centimètres de sol. On voit une forte dynamique. Et on a créé un modèle hydrologique qui permet de reproduire ici en bleu l'évolution de la teneur en eau dans les premiers centimètres. Et on s'aperçoit, compte tenu des incertitudes d'observation, qu'on arrive à capter relativement bien la dynamique de l'humidité dans les premiers centimètres de sol. Compte tenu, vous avez un fuseau ici d'incertitude. Et puis, la littérature nous renseigne sur le fait qu'au laboratoire, si on essaye de déterminer cette durée de demi-vie, cette DT50, en faisant jouer la température des sols, le degré de teneur en eau des sols, eh bien, la DT50 est sensible bien sûr à la température. Plus il fait chaud, plus on dégrade. Mais attention, plus c'est humide, plus le sol est humide, plus on dégrade. Si le sol est sec, de nouveau, on s'éloigne un peu d'un optimum de dégradation, puisque les bactéries qui dégradent la molécule sont moins efficaces. Et donc on s'est amusé ici sur la courbe à simuler ce que pourrait être la valeur de cette durée de demi-vie au cours de la saison en fonction de la teneur en eau simulée et de la température du sol également simulée par le modèle. Et on s'aperçoit que par rapport à une valeur fixe qui serait la valeur qu'on peut extraire de la littérature, à température constante, degré d'humidité constante issu d'expériences en laboratoire, eh bien, au début de la saison, parce qu'il fait plus froid, le composé, ici le S-métolachlore, est beaucoup plus persistant parce que sa DT50 est beaucoup plus importante que ce qu'on a à 20 degrés. Et puis, progressivement, assez rapidement, on s'aperçoit que globalement, la DT50 dynamique, qui intègre l'évolution de la teneur en eau et de la température du sol, va rejoindre la valeur qu'on utilise le plus souvent, ce qui est assez rassurant. Et puis même, au bout d'un moment, à partir de 50 jours, là, on a même une DT50 qui est un petit peu plus faible que ce qu'on trouve, parce qu'il fait un petit peu plus chaud, et puis on garde quand même un peu d'humidité par rapport à la valeur. Donc le composé, le S-métolachlore, se dégraderait dans notre modèle un petit peu plus rapidement que si on prenait une valeur fixe.
Et puis on a quelques soubresauts ici où la DT50 réaugmente. Ça veut dire que c'est de nouveau un petit peu plus persistant parce qu'on est dans des périodes sèches, donc le sol s'assèche. Et donc on perd un petit peu en capacité de dégradation. Et si on injecte tout ça dans le modèle pour déterminer l'évolution de la teneur en S-métolachlore dans les premiers centimètres de sol et qu'on le compare aux observations, on voit qu'on est pas mal du tout, compte tenu de l'incertitude dans notre modèle. Chaque pic, c'est une application quelque part sur le bassin versant qui n'a pas forcément lieu en même temps, puisque là, on a cherché à représenter l'évolution moyenne sur le bassin versant dans les premiers centimètres de sol. Alors, comment on peut essayer de se projeter dans le futur? Eh bien, je vous propose ici de vous rappeler les étapes clés de la modélisation hydroclimatique et des pesticides dans les décennies à venir. Il faut d'abord disposer de modèles climatiques. Donc, il en existe plusieurs. Il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui ont la même approche. D'abord, il faut des modèles climatiques globaux à l'échelle du monde. On va raffiner sur la zone qui vous intéresse, ici la France. Et puis, on va essayer d'extraire de ces modèles climatiques chaque jour, par exemple, ce que pourraient être les précipitations et le TP. C'est statistique, bien sûr. On ne sait pas quel sera le temps au 1er janvier 2080, mais on va chercher à représenter des tendances. Et on va caler ces modèles sur des données déjà observées. Et souvent, on prend des données des années 60 à 2005, ce qui permet de vérifier la robustesse des modèles climatiques. Une fois qu'on a ces données de précipitation et de TP, on va les injecter dans un modèle hydrologique contenant un module de pesticides, comme je vais donner quelques exemples. Et là, on va pouvoir travailler donc avec des données historiques sur les flux souterrains, les flux de surface et puis la quantité de pesticides dans les deux. Et on va pouvoir caler et valider puisque on est sur des périodes où on a des observations. Alors attention, les données de pesticides en général, on ne les a pas jusqu'en 62, on les a simplement les dernières dizaines d'années. Et puis, on va ensuite aller chercher des scénarios futurs. Donc, c'est les mêmes modèles qui ont été calés, mais qui sont bruités par les scénarios radiatifs d'émissions de gaz à effet de serre pour le futur. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des scénarios 2.6, 4.5, 8.5 watts par mètre carré, qui sont les fourchettes ou les hypothèses de travail par le GIEC ou l'IPCC en anglais. Et donc, on va déterminer quel serait à un endroit spécifique qui vous intéresse la modification des précipitations et de l'ETP. Et c'est ces données qu'on va utiliser pour forcer le bassin versant qui vous intéresse et donc par exemple s'apercevoir qu'à certains moments de l'année on aura moins d'eau de surface, peut-être aussi moins d'eau souterrain et des flux de pesticides différents. Attention, tout cet exercice est lié à une hypothèse assez forte. On fait l'hypothèse qu'il n'y aura pas de modification notable de l'occupation du sol, des cultures, parce qu'il peut y avoir une rétroaction en termes de la relation pluie-débit. Et puis on fait l'hypothèse d'abord dans un premier temps d'itinéraire technique stable, fixe, en termes de matériel et puis de molécules utilisées. Même si on peut lever après ces contraintes pour tester justement des scénarios. Alors pour conclure, j'espère dans ces quelques minutes vous avoir rapidement brossé le potentiel et les limites de l'utilisation de modèles pour prédire la dégradation et le transfert de micropolluants, en particulier des pesticides. On a vu que prédire pouvait être intéressant pour aider à l'interprétation de données observées, mais également pour réaliser le diagnostic sur des zones, des compartiments, des hydrosystèmes non instrumentés. Et puis, à la fin de mon exposé, je vous ai aussi montré que c'était intéressant d'utiliser des modèles pour anticiper l'impact du changement climatique sur la qualité des sols et de l'eau vis-à-vis des pesticides, et notamment pour pouvoir faire évoluer les pratiques vers des systèmes agricoles sans pesticides. Je vous remercie beaucoup et j'espère avoir été clair.